On va passer à la suite avec le SPC Maine-Loire-Aval, là, donc sur l'estuaire de la Loire. Mathieu Nicolas. Donc bonjour à tous, Mathieu Nicolas, donc je suis à l'Adréal Pays de la Loire et donc je suis prévisionniste au sein du réseau Vigicru. J'ai mis différentes personnes qui ont participé de près ou de loin, voilà. Donc j'ai mis Stéphane Marlette qui est chef de division, mais en fait j'aurais presque pu mettre tous les prévisionnistes, on va voir pourquoi. Il y a Étienne Lepape ici présent qui a encadré le stage de Fanny Santenac, qui a été à la base du premier modèle Mascaret, qui nous sert essentiellement sur cette présentation. Et puis j'ai mis Alexis aussi Bernard qui nous a aidé un peu parfois pour régler les problèmes sur ce modèle-là. Tout d'abord, je vais parler un peu de prévision toutes eaux. Bon, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais c'est vraiment une vision plutôt fluviale. On est plutôt sur les fleuves et les rivières. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prévision de tout le limnigramme ou tout du marégramme, mais vraiment de prévision toute l'année, et donc soit des pleines mers, soit des basses mers en fonction des stations, on verra par la suite. Et comme je vous le disais, on a utilisé donc la plateforme Mascaret pour réaliser un modèle donc avec Fanny Santenac, donc un modèle 1D, donc on descend un peu on est passé du 2D, du 3D, voilà, on descend un petit peu, on simplifie un peu. Après, c'est vrai qu'on a des contraintes opérationnelles et de temps de calcul qui font que, bon, il faut des fois aller plus vite. Et donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, le modèle Mascaret était initialement développé à l'EDF, puis maintenant c'est un consortium Cerema, Chapi, Artelia. Voilà, peut-être que j'en oublie, mais on verra après. Et donc l'idée, c'était un peu de vous présenter un bilan sur plusieurs années de ce qu'on fait comme prévision expertisée sur l'estuaire de la Loire. Vous verrez, c'est peut-être un peu plus artisanal que ce qu'on peut voir pour le moment sur la modélisation, mais c'est la réalité aussi du terrain. Et donc on publie sur le site Vigicru, mais comme je vous disais, pas que en cru, parce qu'on fait des prévisions toute l'année. Alors 6 jours sur 7 plus exactement. Et donc pourquoi toute l'année? Évidemment, il y a la vigilance pour les crues. Il y a aussi des contraintes de navigation, d'eau potable. On a été pas mal embêtés cet été, par exemple. Et donc, ils étaient bien contents d'avoir des prévisions sur une des stations. Voilà, donc à quoi ça ressemble? Alors on voit tout de suite que c'est pas hyper adapté sur Vigicru, je fais un appel du pied, mais on a parlé il y a pas longtemps. Pour tout ce qui est marégraphie, on voit que en bleu, donc on va avoir nos observations, et puis ensuite il y a les prévisions à pleine mer ici à Nantes, avec la prévision centrale, le point, et puis la tendance haute et la tendance basse, donc les petites boîtes à moustaches. Donc c'est pas non plus hyper lisible, c'est pas très simple. Alors on peut trouver les valeurs sous forme de tableur, mais bon, on voit que c'est déjà pas hyper adapté des fois aux parties estuariennes. Et puis je voulais vous montrer cet extrait de Vigicru pour vous montrer aussi le petit texte qu'on met au-dessus. Parce que donc on affiche, on annonce qu'on fait des prévisions avec des incertitudes, évidemment. Et que les niveaux attendus ont une probabilité de 80% de se trouver dans la fourchette du graphique ci-dessous. Et donc, ce qu'on va vérifier par la suite, par exemple, ça va être de vérifier si on est dans ces 80% ou non. Le réseau de mesure, donc là on est sur l'estuaire de la Loire, oui, je n'ai peut-être pas précisé d'ailleurs, ici au début. Et donc, on voit qu'on est quand même plutôt bien couvert. On va avoir Montjean, la dernière station où on mesure du débit. Dernière station parce qu'on voit que à partir quand on descend un peu plus bas, évidemment on est influencé par le marnage. Alors l'influence du marnage diminue évidemment vers l'aval pour des débits plus forts. Et donc on va trouver un certain nombre alors nous on appelle ça plutôt des limnimètres, mais finalement c'est un peu pareil qu'un marégraphe, tout le long. Donc ça, c'est des stations à l'amont de Nantes et jusqu'à Nantes qui sont gérées par le SPC. Et puis à l'aval, c'est géré par le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Et sur ce tronçon Loire, donc on va avoir des stations de vigilance, donc Montjean, Ancenis et Nantes. Et donc on voit que dans la partie marnée, on a Nantes, évidemment. Et Ancenis qui est parfois marnée et parfois non.
Voilà, donc on a 2 stations pour le moment sur lequel on fait des prévisions quotidiennes. Et donc à Ancenis, on fait des prévisions à basse mer. Bon, c'est historique, hein, mais c'est ce qui les intéresse le plus. Parce qu'en crue, donc on n'est pas influencé par la marée, donc on fait l'ensemble du signal en crue. Et à Nantes, on fait des prévisions à pleine mer toute l'année. Alors ça, c'est depuis 2017. Avant, on ne faisait pas de prévisions. Mais comme on en faisait sur l'amont, voilà, on s'était dit, et qu'il y avait un peu de demande, on s'est dit qu'on prolongeait à faire des prévisions sur Nantes quotidiennes. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc le modèle Mascaré, donc voilà l'étendue, hein, donc on reprend à peu près l'étendue avec en amont, en condition amont, donc une injection de débit à Montjean, la dernière station, et on remonte aussi sur la Sèvre nantaise et un affluent de la Sèvre nantaise, la Maine, ici donc à Clisson, la Sèvre nantaise, et Rémouillé qui est un affluent. Et puis en condition aval, on impose un limnigramme au niveau de Saint-Nazaire. Et puis bon, évidemment des points de sortie tout le long du modèle. C'est toutes les étoiles. Et puis voilà, si on regarde un peu le nombre de profils intégrés, alors on dispose d'une bathymétrie 2D, donc c'est vrai que ça permet de mettre les profils où on veut, alors peut-être un peu trop des fois, il faudrait peut-être élaguer. Voilà, mais en tout cas on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, l'expertise. L'expertise, alors bon, c'est peut-être un grand mot des fois, hein, donc voilà, donc notre logiciel qu'on appelle EAO, sur lequel on expertise. Donc en bleu, on va trouver l'observation ici à Nantes en bleu. Et puis en violet, on va retrouver la sortie du modèle Mascaré. Voilà, donc déjà on peut voir, alors, au moins sur cet exemple, que le modèle a un peu du mal à représenter toute l'amplitude du modèle. On voit qu'on est un peu bas là et un peu trop haut ici, à basse mer. Et donc l'expertise, globalement, c'est souvent en fait de recaler le modèle sur les observations. Tout simplement, on va chercher le dernier pic observé, le dernier pic modélisé, puis on va décaler d'autant la prévision. Donc on voit que c'est quand même assez artisanal, mais ça marche pas si mal finalement. Donc on voit que le modèle est peut-être un peu pas défaillant, mais il pourrait être un peu amélioré. Alors bon, on avait essayé, alors ça fait un moment qu'on n'y a pas retouché au modèle, hein, mais on pourrait essayer de faire peut-être un peu mieux, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors c'est dû au modèle, mais pas que, en fait. Alors ça rejoint peut-être la présentation précédente. Alors on voyait un graphique tout à l'heure, je ne sais pas si c'est la réalité tout le temps, mais où finalement la surcote max était bien vue, mais en période de décote ou de faible surcote, on avait un biais. Donc en marron ici, j'ai la surcote à Saint-Nazaire observée. Et puis ici, la surcote prévue par donc les différents modèles, arpège, arôme et CEP. Enfin en forçage. Et donc on observe un biais, nous, assez fréquent, à sous-estimer en fait la surcote. Donc ça a un impact évidemment chez nous, c'est-à-dire que le modèle sur la partie sur la partie observée, on utilise des observations à Saint-Nazaire, et puis sur la partie temps futur, on utilise les prévisions. Donc le modèle forcément a tendance un peu à sous-estimer aussi à cause de ça sur la partie prévue. Alors on utilise encore des fois des abacs en fait sur Nantes, hein, quand même, un peu des fois pour nous rassurer aussi, mais bon, c'est bien de confronter les différents, à la fois les modèles et puis l'historique, l'observer en direct. Bon, c'est des abacs assez simples, hein, mais en gros où on regarde la cote à l'échelle à Saint-Nazaire et puis le débit à Montjean, et puis on essaye de retrouver des situations assez similaires et savoir si on va passer en particulier en vigilance jaune ou pas. Grâce à ces abacs. Voilà, ça permet de rassurer aussi des fois sur des sorties de modèles. Voilà. Et donc, on s'est posé quelques questions. Voilà, comment on annonce des choses, est-ce qu'on les respecte finalement? Donc sur ces graphiques, en fait, il y a quasiment 4 fois la même chose, hein. C'est juste la symbologie qui change. On a la cote observée à pleine mer, réellement observée à Nantes, et puis on fait l'écart entre ce que le prévisionniste a prévu et puis l'observé, voir finalement les différences.
Et donc, on peut se poser, disons, 4 questions, par exemple. Enfin, on peut s'en poser plein, mais je vais me limiter à 4 pour le moment. C'est savoir, est-ce que les observations sont-elles 80% du temps dans l'intervalle d'incertitude? C'est ce qu'on annonce sur notre site. Bon, on voit que c'est pas si simple à déterminer. Mais si on regarde le graphique en haut à droite, hein, finalement, alors, j'ai perdu mon pointeur. Si on regarde, donc en gros, les points qui sont en vert, ils sont dans l'intervalle qu'on a donné. Les points en bleu, ça veut dire, alors que je ne me trompe pas, ça veut dire que l'observation était en dessous de la prévision, il faut inverser. Et puis en rouge, c'est que l'observation était au-dessus de la prévision. Alors, si on observe bien quand même, on peut voir donc le 0 ici. Si on était parfait, on serait aligné sur le 0. Hein. Et on voit qu'on a quand même un léger biais. La plupart des points sont en dessous. Hein. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On a un biais, on sous-estime un peu les observations. Et donc, on disait est-ce qu'on est 80% du temps dans cet intervalle? Donc, on voit que 2% du temps, l'observation est en dessous et 10% du temps, elle est au-dessus. Donc, on est pas mal finalement pour la partie au-dessus, mais en dessous finalement on est un peu trop bon entre guillemets. Ça voudrait dire qu'on pourrait resserrer a priori un peu nos incertitudes finalement. Pour respecter, hein, donc si 10% en dessus, 80% dans l'intervalle, 10% au-dessus. Si on voulait vraiment être parfait dans ce qu'on annonce sur nos incertitudes. Donc c'est pas si mal quand même. Alors, est-ce que l'échéance de prévision influence la qualité de la prévision? C'est-à-dire, si je fais ma prévision maintenant, pendant 6 heures, dans 12 heures, dans 36 heures, est-ce que je suis toujours aussi bon, entre guillemets? Si on peut regarder le graphique ici, hein, en fonction des heures, j'ai classé les différents points. Bon, on voit que tout est mélangé, donc ça veut dire que globalement, on n'est pas meilleur à 36 heures qu'à 6 heures, ce qui paraît un peu étonnant. Bon, il faudrait peut-être un peu fouiller un peu plus, hein, mais voilà. A priori, c'est le cas. Est-ce que l'expertise améliore la prévision brute? Alors, la prévision brute, c'est la sortie directement du mascaré. Et donc, on peut regarder ce graphique. Alors, par rapport aux autres graphiques, il y a des points en plus. C'est les prévisions brutes hein, qu'on voit en rouge. Et donc, si on regarde bien, il y a un biais qui est beaucoup plus prononcé. On est plutôt sous-estimé de peut-être moins 25, moins 30 sur les prévisions brutes. Pardon. Et les prévisions expertisées corrigent un peu ce biais, hein, même si on est toujours un peu en dessous, a priori. Mais on voit qu'on va corriger en fait, ce biais qui peut quand même des fois être un peu important. Et est-ce que les prévisionnistes sont meilleurs avec le temps? Surtout, c'est très important. On voit que les points jaunes et verts clairs sont plus centrés quand même qu'autour. Donc, ce qui signifie que on apprend à connaître nos modèles, on apprend un peu notre territoire finalement. Et l'expertise s'améliore un peu avec le temps, ce qui est plutôt bien. Et donc là, ce que j'ai fait, alors c'est un peu inversé, mais en gros, j'ai repris l'écart à l'observation, et puis j'ai regardé un peu la distribution. Et donc on retrouve qu'on a un biais de 5 cm, hein, puisqu'en moyenne, on est à 5 cm, et 80% des valeurs se retrouvent dans plus ou moins 16 cm. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même déjà pas mal à mon avis. Alors, sachant que toutes les erreurs que je vous parle, j'ai fait un traitement un peu brut, hein, j'ai pris tout ce qu'on avait dans notre base, voilà, je n'ai pas tout trié non plus. Et clairement, des fois, c'est des choses qu'a priori on a publiées, hein, mais c'est que clairement le prévisionniste ici a oublié de recaler. Donc ça, c'est des erreurs. Alors on était en 2020, alors peut-être qu'on s'est amélioré depuis, mais c'est des erreurs que il faut éviter de reproduire. Et simplement en recalant, je pense qu'on aurait été plutôt pas mal. On aurait été dans l'incertitude en tout cas. Alors, il y a d'autres problèmes, hein, évidemment. Les prévisions de surcote, c'est des phénomènes compliqués à prévoir. Et ici, typiquement, donc ici, on a Saint-Nazaire avec en bleu l'observation et en violet la prévision avec le forçage arpège. Donc, voilà ce qu'on avait. Et puis, on voit que l'observé s'est décalé dans le temps. On a quasiment un plateau, en fait. Hein, la surcote s'est décalée dans le temps. Et donc, elle est arrivée pas à pleine mer, mais un peu plus tard. Donc, forcément, ça a un impact sur notre prévision qui est là. C'est fini? D'accord. Bon, je vais plus vite. Ok, je passe là-dessus. Et donc, on s'est posé la même question à Ancenis. On retrouve à peu près la même idée. On s'améliore aussi un peu avec le temps.
Et on voit que le modèle aussi a des biais, hein, c'est plus en rose ici, mais on voit qu'il surestime des fois, et des fois il sous-estime, et le prévisionniste vient corriger la prévision. Hop, je passe là-dessus. Alors des fois, le problème c'est que c'est un peu un traitement brut, hein. Des fois c'est simplement un décalage temporel, hein, comme ici. Si je regarde bien, en fait, bon, le prévis elle paraît quand même plutôt pas mal. La prévision à basse mer, hein, c'est à basse mer à Ancenis. En fait, il y a 2 points là qui traînent et donc du coup, ça fait, quand il y a un décalage temporel ou un point mal placé, ça fait plus de 1 mètre de décalage. Donc forcément, voilà. Donc je pense qu'il y aura un peu un tri également peut-être à faire sur les prévisions qu'on réalise. Mais ça veut dire qu'il faut que le prévisionniste fasse un peu plus attention finalement. Et on s'est posé une autre question. En fait, le tronçon de vigilance sur lequel on fait la vigilance, alors la vigilance se fait par tronçon, on voit que le tronçon il fait tout ça. Et on sait bien qu'en estuaire, surtout dans les parties qui sont influencées par le maritime et le fluvial, les hydrogrammes, les limnigrammes peuvent être très différents. Et donc, Nantes ne représente pas forcément tout le tronçon en termes de marégramme, quoi. Et donc, à Mauves, où il y a la station de pompage, on fait déjà des prévisions à basse mer. Hein, on en a fait cet été à cause de la station de pompage qui se trouve à Mauves, qui était un peu en stress, disons. Et ce qu'on a vu, c'est que en crue aussi, hein, il y a des limnigrammes qui peuvent évidemment être très différents. Ici, en bleu foncé, on a Nantes et on voit que ici, on aurait été en jaune. Et puis, on voit que le max à Mauves, il arrive beaucoup plus tard. Hein. Ici, on est le 1er février. Ici, on est le 7 février. Donc, il arrive beaucoup plus tard, alors qu'on est en amont, évidemment. C'est la crue fluviale qui arrive. Hein. Mais on voit que ce n'est pas représentatif. C'est-à-dire que si on met du jaune ici, on l'aurait arrêté là. Et en fait, le jaune, le max, arrive après à Mauves. Donc, ça pose la question de la représentativité de nos stations sur l'ensemble du tronçon. Et donc, je passe rapidement, mais globalement, c'était de voir est-ce que le modèle Mascaré nous permettrait de faire des prévisions. Alors, on en fait déjà à basse mer, mais en fait, on voit qu'il y a quand même un biais important, c'est-à-dire qu'on est à moins 25 là, à basse mer. Alors, on sait qu'on recale de la même manière. Et on voit qu'ici, à pleine mer, si on voulait faire des prévisions à pleine mer, on a aussi un biais, et puis c'est beaucoup plus dispersé. Donc, ce ne sera peut-être pas si simple à gérer, à faire une prévision sur Mauves. Voilà. Donc si on prenait des manières brutes, une incertitude à 80%, il faudrait mettre plus ou moins 28 cm, ce qui commence à faire pas mal, voilà, si on voulait. Donc peut-être qu'en corrigeant avec l'expertise du prévisionniste, on arriverait à faire un peu mieux. Donc pour conclure, donc on fait des prévisions graphiques en estuaire, on voit qu'on est quand même pas mal conditionné par la qualité du modèle hydraulique. Hein. Alors l'expertise quand même permet de corriger quelques biais et d'améliorer les performances en prévision. Mais ça reste quand même assez fastidieux. Et voilà, bon, il faudrait sûrement réfléchir à améliorer le modèle 1D ou trouver d'autres solutions. Alors bon, je ne sais pas forcément quelle est laquelle. Globalement, c'est qu'a priori, le volume entrant a du mal à être représenté dans le modèle. Et donc, il n'y a pas assez de volume dans le modèle, en fait. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Alors on vous propose d'enchaîner directement avec la présentation de VCB. T'éloigne pas trop parce qu'on groupera les questions à la fin pour les 2 SPC. Donc on se rapproche d'ici puisqu'on a le SPC Vilaine Cotier-Breton. Vous présenter ces outils sur les estuaires. Ça marche. Merci. Bonjour. Je vais profiter. Non, il n'y a plus de petit jingle. Donc, je me présente, Antonin Riva, du service prévision des crues Vilaine et Cotier-Breton à Rennes. Je vais vous présenter les outils de modélisation que l'on utilise au SPC. Et je vais m'attarder plus spécialement sur les modèles hydrauliques, bien qu'on en utilise d'autres.
Je vais très rapidement, en courant, pour ne pas perdre de temps, faire un petit point sur les enjeux de la vigilance crue inondation dans les estuaires. Et puis je présenterai dans un second temps les outils de prévision. Donc une des missions principales du SPC, c'est donc d'élaborer une vigilance crue inondation sur l'ensemble de son territoire. Et pour ça, on s'appuie sur une série de prévisions qu'on va diffuser. Et ces prévisions, elles reposent également sur une collecte de données et aussi une mise à disposition de ces données collectées. Alors juste pour information, non, c'est pas ici, pardon. J'ai présenté ici donc, le territoire d'études du SPC et les 4 tronçons de vigilance pour lesquels on effectue une vigilance sur des estuaires. Les enjeux de la prévision en estuaire, on en discute un petit peu depuis ce matin. L'estuaire, c'est une zone mixte qui est à la fois sous l'influence maritime et fluviale, et tous les enjeux et l'objectif de la prévision pour le SPC, c'est de réussir finalement à reproduire correctement sur un site identifié, a priori un site de prévision ou un site de vigilance, le marégramme qui se propage dans l'estuaire, mais aussi de pouvoir prendre en compte les débits qui proviennent des fleuves à l'amont. Alors cette modélisation, elle doit prendre en compte les spécificités de chaque site, puisque suivant la position dans l'estuaire, on va avoir des comportements totalement différents sur les sites, avec des sites pour lesquels on va voir que la marée va avoir des impacts majeurs sur les enjeux et lors des crues. Et lors des débordements, alors que d'autres sites, c'est vraiment le fleuve à l'amont qui, combiné à une entrave liée à la marée, va générer des débordements et donc des inondations. Du coup, vu qu'on travaille sur des sites différents et donc avec des problématiques différentes, on a différents types de modèles qui sont complémentaires. Et sachant qu'une des contraintes qu'on a liées à ces modèles, c'est que la production de la vigilance, elle se fait dans un temps relativement contraint. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des modèles extrêmement compliqués. On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a, on a une quinzaine de tronçons avec plusieurs cinquantaines de runs à effectuer et on est nécessairement contraint pour les temps de calcul sur chacun des sites. Donc on doit avoir un rapport qualité de prévision et temps de calcul du modèle qui doit être très bon. Alors les outils de modélisation, ils sont de 2 types. Mathieu en parlait, hein. On a des ABAC, des outils statistiques, qui sont les plus anciens, qui sont les plus simples. Qui ont en données d'entrée des hauteurs mesurées à nos stations de mesure. On utilise également en entrée des scénarios de pluie. À l'aval, on utilise des prévisions de marée, mais également des prévisions de surcote. La représentation de la marée, c'est quelque chose qui est assez simple, pour une simple raison, c'est que, comme vous le voyez sur le graphique que j'ai mis ici, les prévisions de marée, elles se font uniquement, les prévisions, elles se font uniquement au pic de marée. Donc le marégramme au niveau du site étudié est reproduit de manière très simplifiée. Et puis, comme je le disais, la valeur de sortie, c'est une valeur ponctuelle. Et voilà pour la partie statistique. Par ailleurs, on a des modèles hydrauliques, Mascaré, 1D, je ne reviens pas dessus, Mathieu en a parlé juste avant moi. Ces modèles, ils utilisent en entrée des débits qui sont issus d'autres modèles, des modèles hydrologiques de type GRP, qui permettent de convertir des cumuls de pluie sur le bassin versant en un débit qui va être intégré en situation amont de nos modèles. À l'aval, on utilise des données à peu près identiques à celles des modèles statistiques. Donc c'est une marée CHOM qu'on va compléter avec des surcotes.
Et souvent, ce qu'on effectue sur cette prévision de marée à l'aval, c'est qu'on va avoir des translations liées souvent à des changements de repères altimétriques. Sur certains secteurs, on va avoir aussi un décalage temporel qui va être appliqué. Donc ces données, ce sont les données d'entrée qui vont être digérées par le modèle masse carré. Et à l'inverse du modèle statistique, on va avoir une prévision continue, au pas de temps de 15 minutes, mais ça c'est variable, de hauteur sur l'ensemble de la station étudiée. Premier secteur sur lequel on va regarder les résultats de nos modèles, c'est le tronçon de Lodé. Donc le modèle qu'on utilise sur ce secteur-là, il a été calé par le CEREMA, par Anne-Laure Tiberi. C'est un modèle qui doit avoir 5 ou 6 ans. Je vous le disais tout à l'heure, en entrée, on a sur 3 stations à l'amont, sur les 3 cours d'eau qui sont étudiés sur ce tronçon de vigilance, le Ster, l'Audet et le Jet, on va avoir des modèles GRP qui vont nous fournir des prévisions. Donc on a en trait plein l'observation et en trait pointillé les sorties de modèles pour un événement donné. Ensuite, à l'aval, on va avoir un recalcul de la prévision de marée, ou en tout cas une translation, on va dire, et un calcul marée plus surcote translaté qui va donner la situation aval à BNED, situation aval du modèle qui va être propagée pour fournir une prévision à Palais de Justice, où se situent les enjeux sur Quimper. Palais de Justice qui est un site qui est sous influence maritime. Alors je reste pas plus longtemps sur cette diapo-là. Je vais vous présenter cette chronique. Alors cette chronique, c'est un événement de crue qui fait partie des 10 plus gros événements de débit qu'on a à l'amont de Quimper dans nos bases de données, on va dire récentes. Et on se rend compte sur cette chronique-là que finalement, même pour des très gros débits, on voit la situation à la basse mer qui évolue sous l'influence, comme on le voit ici, du débit qui provient de l'amont. Mais on se rend compte finalement qu'à marée basse, les enjeux sont jamais touchés, par la crue. Alors les enjeux, je les ai représentés ici par une bande jaune. Et finalement, les niveaux de l'Audet sur ce secteur-là n'effectuent des débordements qu'aux pleines mers. Alors, autre information intéressante, on a l'habitude de dire que sur Quimper, on a une station qui est sous influence maritime. On s'est rendu compte, en tout cas pour cet événement et pour les événements maritimes importants, que finalement, quand on regarde sur les 2 stations qui sont situées à l'amont, qui sont Kervir et Moulin-Vert, on se rend compte quand même qu'on voit une influence pour les forts pics de marée. On voit une influence de la marée sur ces stations qui, a priori, sont habituellement pas sous influence de la marée. Alors les contraintes et les limites de ce modèle sur ce secteur-là, on l'a entendu déjà à plusieurs reprises cet après-midi, c'est que nos données d'entrée sont des données de surcote, des données de prévision de marée, des données de débit à l'amont, et donc ces données en entrée sont des données de sortie de modèle. Donc par définition, ils sont déjà entachés d'une certaine incertitude. Donc ça, c'est un problème qui est récurrent dans la prévision en SPC, c'est que finalement, on est en bout de chaîne et qu'on doit aussi prendre en compte les incertitudes qui sont liées aux modèles qui ont tourné précédemment. Sur ce secteur-là, on voit bien, les enjeux sont touchés pour les pleines mers, ce qui donne une importance majeure à la prévision de marée pour ce secteur. Alors, ce n'est pas toujours le cas, puisque sur un tronçon voisin, la Laïta, donc on fonctionne exactement de la même manière. On a un modèle masse carré qui a été calé par le Chapi, Étienne Le Pape, il y a quelques années aussi.
On fonctionne de la même manière avec deux cours d'eau. L'Isole à l'ouest, sur lequel on produit des prévisions au niveau de Quimperlé, quasiment. Et on a un deuxième cours d'eau, qui est l'Ailé, pour lequel on produit des prévisions au niveau du secteur de Tinadan. Alors, je me suis permis de présenter ici une incertitude, une prévision où on voit que les prévisions ne sont pas toujours très bonnes. L'intérêt qu'on a, c'est qu'on travaille avec plusieurs scénarios de pluie, et donc ça donne aussi l'occasion aux prévisionnistes de choisir les scénarios qui souhaitent propager vers l'aval. La condition aval du modèle, c'est exactement la même chose que pour l'ODE. Là, on a une translation verticale qui est un peu plus importante parce que le site de prévision est visiblement un peu plus éloigné. Et quand on fait tourner le modèle, qu'on propage le signal de marée et qu'on intègre les débits amont, et on se retrouve avec une courbe totalement différente de celle qu'on avait précédemment. Puisque là, on se rend compte que même à basse mer, les débits qui sont générés par les cours d'eau à l'amont vont générer des débordements sur le site de Quimperlé, place Charles de Gaulle. Alors ça a une conclusion, ça a une conséquence. C'est que autant sur l'ODE, la stratégie de modélisation pour le modélisateur, c'était de dire il faut que je sois bon au pic de pleine mer. Donc ça permettait aux modélisateurs de finalement négliger les basses mers pour avoir une qualité de prévision meilleure sur la pleine mer. Autant sur le secteur de la Laeta, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à faire parce que si on prend l'option d'être bon sur la pleine mer et mauvais sur la basse mer, potentiellement on va rater ce qui se passe entre les deux pleines mers et on peut transmettre une mauvaise information. Les contraintes et les limites, je viens de les passer brièvement en revue. Le fait de travailler sur des sites où les débits à l'amont ont une influence importante dans la prévision, ça nous impose d'être bon sur les débits à l'amont. Problème, c'est que quand on travaille sur nos modèles hydrologiques, bien souvent, quand on est sur des débits importants, les événements sont rares. Et c'est par conséquent à ce moment-là, sur ces événements-là, finalement, qu'on va avoir la plus grosse incertitude. Donc là, je vous ai montré un cas de figure qui marche très bien. Potentiellement, sur les 2-3 runs qu'il y avait avant, on n'était pas bon du tout. Et pour les prévisions maritimes, nous, c'est une constante un petit peu dans les modèles. Dans les modèles hydrauliques, c'est quand même quelque chose d'assez limitant, notamment au niveau des surcotes, puisque dès lors qu'on a une erreur importante sur la surcote à l'aval, cette erreur, elle va se propager, et c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver sur le site qui nous intéresse. Alors ce phénomène, il est accentué sur un estuaire qu'on a calé il y a peu de temps et pour lequel on n'a pas encore de recul. Donc le calage les informations que je vais vous présenter sont reliées à la phase de calage. C'est l'estuaire de l'Aulne. L'estuaire de l'Aulne a été calé en interne au SPC par Robin Treille. Et en fait, on se rend compte que la condition qu'on utilise pour la condition aval, qui se situe un petit peu en dessous de Port-Launay, c'est les prévisions de marée et de surcote qui sont prévues à Brest. Et quand on cale le modèle, on se rend compte que finalement, en utilisant, donc toujours sur le même schéma, avec nos débits en amont modélisés par... alors là, non, on est en phase calage, donc on est avec des données parfaites observées sur l'amont et les données de prévision de marée. Quand on fait tourner notre modèle, on se rend compte que finalement, notre modèle donne des bons résultats et dans certains cas de figure, on se rend compte que le modèle donne des résultats moins bons. Et en fait, ce fonctionnement du modèle, on l'impute à finalement l'hypothèse qu'on fait de translater les hauteurs. Et là, dans ce cas de figure, on effectue aussi un décalage temporel de la prévision maritime sur Brest. On estime que cette hypothèse, elle est peut-être un peu trop simpliste et qu'il se passe sans doute beaucoup de choses dans l'estuaire
notamment lors de ce pic de marée, qui fait que sur ce pic-là, on n'arrive pas à reproduire correctement la prévision. Ce problème-là, on le rencontre sur le dernier estuaire dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est l'estuaire de Morlaix, puisqu'on se retrouve encore avec une prévision de marée sur côte qui est au niveau de Roscoff, donc à une vingtaine de kilomètres de notre secteur d'études. Alors pour info, sur ce secteur-là, on n'a pas de modèle hydraulique parce qu'en fait c'est trop compliqué. On est sur un site extrêmement complexe. Sur Morlaix, on a deux cours d'eau. On a le Queflet et le Tremorgan, donc qui sont des cours d'eau très rapides, qui, contrairement aux autres cours d'eau qu'on étudie sur les autres estuaires, finissent leur trajet dans deux canalisations. Canalisations qui vont traverser Morlaix. Ces deux canalisations vont se rencontrer sous la place de l'hôtel de ville de Morlaix. Et ces canalisations vont déverser les eaux des cours d'eau dans le bassin du port de Morlaix. Alors, ça pourrait être simple de prime abord. Pourtant, le bassin de Morlaix est sous l'influence maritime. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est que du coup, le niveau du bassin évolue au fil des marées. Et pour les grands coefficients, on va avoir finalement un niveau du bassin qui va obstruer au moins en partie et parfois totalement la canalisation à l'aval de Morlaix. Donc quand on est sur des marées de mortes eaux ou en tout cas pas suffisantes pour entrer dans le bassin, on voit qu'il n'y a pas de problème dès lors qu'il n'y a pas de crue majeure. Si on est sur des marées un peu plus importantes, on va finalement avoir des entrées d'eau dans la canalisation qui vont limiter l'évacuation par l'aval des eaux des cours d'eau. Et les cas les plus critiques, c'est quand on est sur des marées de vives eaux, on va avoir, malgré des faibles crues à l'amont, finalement, on va avoir des débordements place des Otages dans le centre de Morlaix. La situation la plus critique, c'est dès lors qu'on a des crues à l'amont. Là, je vous ai mis ça en image. On retrouve la canalisation dont je vous parlais à l'aval, qui se situe au niveau du port. On a ici l'entrée de la canalisation qui se situe à l'amont de Morlaix et par laquelle rentre le Queflet. On voit que quand la marée est très importante à l'aval, le cours d'eau n'est plus en mesure de s'évacuer. Donc on va avoir une montée en charge des cours d'eau et une mise en charge de la canalisation. Cette mise en charge va entraîner des débordements sur l'amont et du coup un ruissellement dans les rues de Brest. On voit également que finalement cette crue dans les canalisations va générer des surpressions au niveau des évacuations des eaux pluviales, surpressions qui peuvent être assez impressionnantes puisque ici on a quasiment un jet et là on a carrément une bouche d'égout qui a été déplacée par les flux ou en tout cas par les pressions liées à la canalisation et on a une accumulation place des Otages à Morlaix. Donc dès lors, quand on regarde, j'arrive à la fin, quand on regarde les dimensions du secteur d'évacuation de cette canalisation, on se rend compte que finalement, une faible erreur sur la prévision de marée dans ce modèle qui est un modèle statistique pour nous, hein, donc c'est pas un modèle hydraulique, on fonctionne avec des abacs, avec des corrélations et ce genre d'outils. Mais on se rend compte que dès lors qu'on va avoir une erreur sur la prévision de marée, les conséquences, ou en tout cas les capacités d'évacuation, ou en tout cas les estimations de capacité d'évacuation qu'on va avoir vont être importantes. Alors juste en conclusion, je voulais juste rappeler que les modèles qu'on utilise sont de différents types, qui représentent les manières de manière différente. Certains sur des bases physiques, d'autres complètement statistiques sans aucune base physique derrière.
Ces calages de modèles, par conséquent, impliquent d'avoir des stratégies de modélisation différentes. Alors, pas uniquement en lien avec le modèle qu'on utilise, mais aussi parfois en lien avec le site sur lequel on travaille. Parce que justement les sites fonctionnent de manière totalement différente, avec une prépondérance du maritime ou une prépondérance du fluvial lors des crues. L'utilisation des données issues des modèles, ça génère nécessairement de l'incertitude. Comme je vous disais, quand on entrait, on a une sortie de modèle déjà entachée d'incertitude, et forcément notre propre sortie de modèle, elle sera entachée d'incertitude également. Et puis les deux derniers points, donc les deux derniers problèmes qu'on rencontre essentiellement, c'est sur certains sites les données de prévision maritime qui sont un peu trop éloignées et qui du coup ne sont pas représentatives de la situation aval de nos modèles hydrauliques ou pas. Et voilà. Et bon, la conclusion pour Morlaix, c'est quand même qu'on est sur un site un petit peu particulier et que parfois on n'est pas en mesure de produire des modèles à base physique. Voilà. Merci Antonin. Bon. On va prendre donc quelques questions pour les deux SPC, VCB et Maine-Loire-Aval. Donc n'oubliez pas de vous présenter. Marie Morin de la Dreal Normandie, service de prévision des crues Seine-Aval Côtier-Normand. Une question plutôt pour Mathieu, Pays de la Loire. Comment vous calculez vos incertitudes en opérationnel avec votre modèle Mascaré ? Eh ben, on ne calcule pas. Non, on a pris un forfait, mais qui est pas bon, voilà, qui marche quand même pas si mal finalement. C'est pour ça que j'ai voulu un peu confronter en fait avec ce qu'on annonce et puis la réalité en fait sur le terrain. Donc voilà. Merci. Johan Terliska, de l'Adréal Pays de la Loire. Une question pour mes collègues de Bretagne. Concernant la situation de Morlaix, vous n'envisagez pas de placer un marégraphe en fait, et d'intégrer la prévision maritime avec un nouveau marégraphe plus proche de Morlaix ? Alors le marégraphe, bon là j'ai pas eu forcément le temps de totalement ah oui non ça s'affiche plus de totalement décrire l'estuaire. Il faut savoir qu'en fait nous on a quand même une station qui est à l'aval, donc je le disais tout à l'heure, le port de Morlaix c'est un port qui a une écluse. Donc il y a une écluse et à l'aval de l'écluse, on a une mesure malgré tout. On a une mesure du niveau et donc du signal de marée. En fait, nous, ce qui nous pose problème, bien souvent, c'est plus la prévision. Parce que dès lors qu'on va faire de la prévision de débit à l'amont, si on n'a pas la prévision de marée à l'aval, on ne va pas pouvoir prolonger cette prévision. Donc le problème qu'on a, nous, c'est que finalement, on a des corrélations, on arrive à faire des corrélations entre l'observé à l'aval de nos modèles et la prévision et l'observé sur les sites de prévision. Mais ce qui se passe, c'est qu'on voit que de temps en temps, la corrélation n'est pas bonne. Et voilà. Donc le marégraphe, on en a un. Mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt un point de prévision de marée et de surcote qu'il nous faudrait à cet endroit-là et peut-être encore plus sur l'Aulne, puisque là sur l'Aulne on a un modèle hydraulique et là pas sur Morlaix. Voilà, sur cet aspect-là, là, sur les points de prévision des marées CHOM, il faudra qu'on en rediscute, mais il y a peut-être, en discutant avec le CHOM, on pourra peut-être voir s'ils peuvent avoir des points de sortie plus proches de vos estuaires. Ça peut se discuter avec eux, ça. Donc, Nicolas Bouvre du Chaume. Oui, les deux présentations très intéressantes. C'est vrai que je voulais intervenir un petit peu sur les deux présentations, mais bon, je ne vais pas avoir le temps. Mais juste une simple remarque, c'est au niveau des stations marégraphiques dont les services tombiométriques ont la charge. Nous, c'est vrai qu'on demande souvent que des contrôles puissent être faits à marée basse. C'est souvent le cas à marée haute par les services, mais
pour nous, c'est essentiel pour qu'on puisse après utiliser vos stations vraiment pour faire des actualisations des prédictions de marée qui vous semblent nécessaires et indispensables pour après utiliser et faire vos prévisions de marée. Et pour le reste, on va pouvoir en rediscuter après à la pause café. Mais voilà, un élément important, les contrôles des stations marégraphiques, c'est à marée haute, mais à marée basse aussi, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, ben merci.